On part tout de suite écouter en compagnie de Christophe Cordier. Christophe, est-ce que tu m'entends ? Ouais, salut Flo, je t'entends très bien. Ah, génial. On est très content de t'avoir. Alors, comme je le disais, pour te présenter un peu le concept, c'est une interview où, en gros, généralement, on est dans la sauce avec toi. Mais là, c'est davantage une série consacrée, évidemment, au combat de Benoît face à Ismaël Bonfim, qui arrive très, très vite, évidemment, qui sera disponible sur RMC Sport 2. On vous mettra une offre un petit peu spéciale pour que vous vous abonniez à l'occasion. Alors, c'est vrai que j'ai cité des grands noms du MMA, Daniel Warin, Guillaume Pelletier. T'es un petit peu plus dans l'ombre. Si on t'a invité, c'est pour avoir un témoin, j'ai envie de dire, quelqu'un qui a accompagné Benoît Saint-Denis dans son parcours, qui a été une étape également, qui l'a aidé à arriver justement à l'UFC, en réalité, au combat qui vient. Avant de nous parler de ta rencontre avec lui, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter, toi, d'où tu viens, sportivement, humainement, t'es basé où ? Un petit peu le CV de Christophe Cordier. Je précise simplement dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions à Christophe, sa relation également avec son rapport avec Benoît. N'hésitez pas. Christophe, à toi. Alors, moi j'étais en Normandie à la base, donc à côté de Rouen, et j'étais dans un club de Kempo. Donc moi j'ai commencé par le Kempo. C'est quoi Parce le qu'il y Kempo ? avait pas... Le Kempo, c'est ce qui se rapprochait un peu le plus du MMA à l'époque. D'accord. Un peu comme C'était le en sambo ? kimono, t'avais... Ouais, mais sans les points au visage. D'accord. Sans les points au visage, mais t'avais le sol, la partie sol, pied-point. Bon, ça ressemblait un peu, donc en France, c'était intéressant de pratiquer cela. Après, on est passé au pancrace. Et voilà, et après, très rapidement, je me suis mis plus dans le coaching. Parce que mon coach à l'époque, Nicolas Godin, il a déménagé, il a laissé le club. Donc j'ai récupéré le club à l'époque. Donc j'avais 21 ans. Et voilà, donc je me suis très rapidement dirigé vers le coaching et l'accompagnement des combattants plutôt. D'accord. Donc voilà, après on a fait pas mal d'années, j'ai fait pas mal d'années en Normandie avec une association, où on enseignait le MMA et le pancrace. Et à un moment donné, j'ai voulu en vivre tout simplement. Et du coup, je me suis associé avec un ami et un gars qui combattait dans mon club aussi, Johan Jacquemin. Et on a décidé de lâcher la Normandie pour venir s'installer ici au Pays Basque. Et voilà, et on a fondé CIFIT. Donc CIFIT, c'est une salle de sport de combat. Et voilà, on a fait ça en 2015. Ok. Johan, lui, vient plus du pied-point. Il combattait en full, il a combattu aussi en pancrace, un peu en anglaise, etc. Mais il venait plus du pied-point. Donc moi, comme je faisais plus du sol, j'ai combattu en grappling, etc. Donc, et en Kempo, donc on s'est associés et puis on a monté tout ça, quoi. Et c'est encore le cas maintenant, donc vous êtes toujours basé dans le Pays Basque, sport de combat, axé donc MMA désormais, maintenant que c'est légalisé. Il y a eu un virage, j'imagine, pour vous. Exactement, en fait, en 2015, on est arrivé ici, donc on enseignait toujours en pancrace. Alors on enseignait le K1, le pancrace, le grappling aussi, le nogi. Et voilà, ça a débuté un petit peu comme ça. Et petit à petit, on s'est orienté aussi vers le MMA, parce que le MMA, c'est légalisé. Alors officiellement, on combattait déjà un petit peu en MMA en Espagne ou autre. Hein. Et il y en a pas mal qui combattaient voilà, en Suisse aussi ou autre, c'est assez classique, ouais. C'est ça, nous en Espagne, on a la chance, là on est à la frontière, donc à une demi-heure de route, on a des petites compètes amateurs où on peut déjà faire ses armes en MMA. Et du coup, 2015, 2 ans après, donc on a monté notre salle. On était dans une salle de musculation à la base. On donnait des cours dans une salle de musculation. Et du coup, des murs en placo, etc. Donc on pouvait pas trop travailler le cache control et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on restait un peu plus pancrace, parce qu'il n'y a pas de cage au pancrace. Et voilà, et 2 ans après notre installation, on a vu, 2-3 ans après, on a vu justement Benoît
Benoît arrivé à la salle, quoi. Ok, donc là on est en quelle année? En 2017-2018, c'est ça? 2018, ouais. Lui, Ok, Benoît, il avait commencé en 2017 par le JJB. ok, Avant, il avait fait du judo, etc. hein, mais il a repris goût au sport de combat avec Christophe Savoca, son coach de JJB. Donc c'était en 2017. Et arrivé là, il a souhaité aussi partir un peu dans le MMA. Et Christophe Savoca lui a aussi passé nos coordonnées. Et du coup, il est venu taper à la salle. Nous, à la salle, on avait la chance d'avoir une grosse équipe pied-point, où on avait un combattant qui combattait au Glory Kickboxing, ok. donc très gros niveau. On avait une belle petite équipe amateur en MMA et en grappling, au niveau régional, national, en pancrace et en nogi. Donc voilà, Benoît est arrivé à la salle justement essentiellement pour le pied-point, pour mettre les gants avec justement Stéphane Susperegui, notre combattant Glory et toute l'équipe Kawan qu'il y avait à l'époque. Et voilà, il a pu aussi commencer à prendre aussi quelques marques sur les cours de pancrace aussi et sur les cours de nogi, où il a pu lier un peu le pied-point, le JJB, tout ça dans un même sport, quoi. Quand on te parle de Benoît, tu le connais pas, t'en as jamais entendu parler. À ce moment-là, on te le présente comment? Non, on le voit arriver, hein, Benoît, un charisme. Et ici, on a un petit peu l'habitude de voir les gars du premier, donc du premier Meilleur RPIMA. PIMA, Donc, absolument. on sent qu'il y a quelque chose derrière, quoi. Donc après, on apprend qu'il est militaire, etc. On n'est pas étonné. Et voilà, quoi. Donc gros charisme dès le départ. Et voilà, et il a fait ses armes comme ça au tout début, quoi. Quand il y a la première rencontre avec Benoît Saint-Denis, est-ce que tout de suite tu te dis il y a vraiment un potentiel, il y a quelque chose en plus, ou pas forcément, très, très sincèrement? Ce qui m'a le plus surpris, c'est pas tant dans le technique ou parce qu'il revenait, hein, il faisait du JB depuis un an, etc. Mais techniquement, c'était raisonnable. C'est dans la façon de travailler, en fait. D'accord. Il travaillait, il était concentré sur les entraînements. Il envoyait, hein, il envoyait directement. Il mettait en place directement sur les courses qu'on avait vues. Donc, ouais, il travaillait dur, quoi. Ok, pas forcément le talent inné, pas quelque chose en plus, mais tu sentais une détermination et une capacité de travail peut-être supérieure à la moyenne. C'est ça. Et vraiment, dans le combat, on voyait qu'il recherchait, en fait, comment dire, l'efficacité, en fait. Souvent, il y a des boxeurs qui vont aussi travailler tout le lifestyle autour, Mhm. etc. Lui, c'était pas tant ça, en fait. Il allait et sur les sparring, il mettait en place les coups vraiment efficaces d'entrée, quoi. Et humainement, ça match tout de suite? Ouais, bah Benoît, il est agréable, hein. Il y a pas de souci, il est discret, il est humble et voilà, il vient, il fait son travail et voilà, ni plus ni moins. Donc parfait, quoi. J'ai envie de dire l'élève parfait, quoi. Il vient, il travaille et voilà, quoi. Alors ça, c'était Après, Vas-y, vas-y. on le voyait que par comment dire, occasionnellement, parce qu'en fait, il était toujours militaire, donc il partait en mission. Donc on le voyait qu'à ses retours de mission, etc. Donc on le voyait, il n'était pas là constamment à la salle, quoi. D'accord, comment dire, quand il vient, c'est déjà dans l'idée de préparer une carrière selon toi, ou c'est juste pour être, je sais pas, un homme, quelqu'un dans le chat nous met, la brigade francophone nous dit le mal alpha. Je veux dire, dans l'idée de Benoît, tu perçois quoi? Déjà la volonté, la détermination pour aller plus haut après sa carrière militaire, ou pas forcément, il arrive quasi humblement, j'ai envie de dire. Ouais, assez humblement. Après, on avait un peu l'impression qu'il avait quelque chose derrière la tête quand même, Mhm. mais un peu comme il fait actuellement, en fait. Il a des prétentions, mais il avance étape par étape.
Step by step, hein, comme le dit très souvent Daniel, Daniel Warin. Donc très vite, par contre, il m'a demandé s'il n'y avait pas des compétitions et s'il pouvait s'essayer à la compétition. D'accord. Donc ouais, je crois que ouais, à peine quelques mois après son arrivée, on partait sur une compétition MMA, quoi. C'est quoi alors la suite de l'expérience de travail avec Benoît Saint-Denis? Il reste combien de temps? Alors évidemment c'est allongé parce qu'il avait aussi des opérations extérieures, mais à la salle, il travaille avec vous combien de temps? Alors, je sais plus, 2018. D'accord. Il fait 2018. Après, je crois qu'il a fait les sélections avec Daniel. Ça devait être Au en Venom 2019. Factory, je crois que c'était à cette époque-là. Venom Training Camp, ouais, Voilà. avec l'équipe d'élite. Je crois que c'était en 2019. Donc, entre deux, après, il est toujours un peu repassé nous voir et remettre les gants. Mais voilà. Est-ce qu'il Après, a fait ouais, un combat sous votre coaching ou pas encore à ce moment-là? ouais. Ouais. Donc, comme je te disais, très vite, on est parti sur une compétition MMA. Donc, la compétition MMA, comme je te disais tout à l'heure, en Espagne. Ça s'appelle l'Invictus. C'est un tournoi MMA. Ok. Ok, donc bon, c'est à l'espagnol. Hein. On revoit un petit peu les règles avant de rentrer dans la cage et les formats changent régulièrement. Là, le format, c'était tournoi, c'était un round de 5 minutes. Ok. Et voilà, des fois, ils font des 2x3. Là, c'était un round de 5 minutes. Et, euh, et voilà, donc on est parti directement sur cette compétition. Ce qui m'a un peu surpris, parce que du coup, j'ai l'habitude d'emmener un peu des gars en compétition. Et c'était un peu son sang-froid. Son sang-froid avant d'arriver. Toute la préparation, comment dire, le jour J, il restait de marbre. Il restait de marbre et petit à petit, son regard s'assombrissait. Et, et là, bon, on voyait qu'il se mettait dedans et qu'il allait y aller, quoi. Ah, c'est intéressant parce qu'on en reçoit énormément de combattants sur la chaîne Twitch RMC Sport. On a déjà reçu Nassourdine Imavov, on a reçu Quentin Ruskov-Domingos hier, et qui eux parfois ont tendance à dire qu'ils ont encore du mal, à Virgil Hogan également, à retranscrire ce qu'ils sont capables de faire, on va dire à l'entraînement. Il leur manque encore quelque chose pour être à 100% le jour J dans la cage parce qu'il leur manque ce petit déclic mental. Benoît, c'est l'inverse. Pour toi, il est aussi fort, si ce n'est plus, quand il rentre dans la cage, c'est ça? Exactement, c'est ça qui est surprenant avec Benoît, en fait, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, en fait, à l'entraînement, il recherchait directement les coups qu'il allait mettre dans la cage, en fin de compte. Il travaillait les coups efficaces tout de suite. Il recherchait tout de suite ce qu'il allait mettre en place dans la cage. Et arrivé à la compétition, dans la cage, bah déjà, il a réussi à se mettre mentalement complètement dedans. Et arrivé dans la cage, clairement, c'était du scolaire, quoi. Il a fait pile poil ce qu'il faisait à l'entraînement. Et voilà, quoi. Ok, il est capable En plus, on a eu la chance sur cette compétition-là. En fait, il y avait du grappling à côté, il y avait du sol. Et il y avait Christophe Savoca qui s'occupait de lui en JJB, qui coachait des gars à lui à côté. Donc, c'était bingo. En fait, Benoît est venu avec nous aussi dans le coin, avec moi, Johan et donc Christophe, qui nous a accompagnés. Donc, il a pu aussi le guider au sol, etc., quoi. Le résultat de la compète, ça a donné quoi alors pour Benoît? Eh bien, 4 combats dans l'après-midi, 4 victoires. Ok. 4 victoires. Pour sa première compète? Déconcertantes. C'était sa première compète? C'était sa première compète de MMA. Ouais. Il avait fait quelques compètes en JJB, mais première compète en MMA, là où tu rajoutes des coups et des coups avec des mitaines, donc c'est pas rien. Hein. Non, il l'a géré sans problème en fait. La réaction dans la salle, j'imagine, parce que c'est quelqu'un qu'on connaissait pas, ça a dû surprendre un peu du monde en se disant celui-là, il est particulier, il est différent. C'est ça, mais même nous, clairement, quand on a vu en fait Benoît,
très rapidement, dans l'entrée des combats, il imposait un truc, en fait. Dès le premier échange de coups, il n'y a pas de test, il n'y a pas de prise de distance. Ça, tout de suite, il impose sa cadence, il impose son style, il fait comprendre à l'autre que ça va faire mal, que ça va être un combat dur. Et tout de suite, il prend l'ascendant mental, quoi, l'ascendant moral. Donc, tout de suite, on voyait qu'il y avait quelque chose au-dessus de l'amateur, quoi. Et c'est quoi Et, alors après? Vas-y. et du coup, ça s'est très bien passé. Les 3 premiers combats, c'est passé très très bien. Le dernier combat, c'était un gars qui avait de l'expérience. C'était sa dernière compétition amateur. Il passait pro après. Donc, c'est quelqu'un qui avait quand même pas mal d'expérience, un combattant espagnol solide. Et même schéma, hein, il est rentré dedans et c'est passé. Donc, on s'est dit bingo, quoi. La suite de l'histoire, ensuite, c'est quoi après ce premier tournoi? Est-ce qu'il reste encore un peu ou très vite il va partir vers d'autres horizons? Non, très vite, il part sur les sélections. J'ai plus les mois Ouais, exacts bien en sûr. tête, mais il avait toujours en plus l'émission à droite à gauche. Et après, il est parti pour la détection. La détection, il a été repéré. Donc, très vite, après, il est parti pour partir dans le pro avec Daniel et évoluer dans le MMA professionnel, quoi. À ce moment-là, il y a un petit pincement au cœur de se dire on l'aurait bien gardé un peu plus longtemps ou bien c'était inéluctable? Non, c'était inéluctable. Nous, comme je te l'ai dit avant, en fait, ça faisait 2 ans qu'on venait de créer la salle. Donc, c'est déjà beaucoup de travail, hein. Et nous, pour pouvoir manger, faut qu'on s'occupe essentiellement des loisirs Bien et tout sûr. ça. Un combattant, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Et je pense qu'à cette époque-là, nous, on se lançait à peine. Donc, ça aurait été très compliqué à gérer. Et clairement, on n'avait pas les clés pour ouvrir les portes de l'UFC, hein. Donc, il avait besoin de partir. Bon, ça fait toujours quelque chose, Bien mais sûr. on a suivi tous ces combats, hein, un après un par un, quoi. Et à chaque fois, on le voyait grandir et on est très fiers de ça, très content de sa réussite. Et il a fait le bon choix de faire comme ça, quoi. Est-ce que tu es toujours en contact avec Benoît? Parce que vous êtes basé, je crois, à 6 feet à Anglet ou en tout cas dans ce coin-là. Benoît s'est C'est ça, installé assez récemment, si je ne dis pas de bêtises, à Bayonne, où il est de retour plutôt dans le c'est coin. ça. Est-ce que vous êtes toujours en contact? Est-ce qu'il passe à la salle? Comment ça se passe? Ouais, bien sûr. Donc, il est revenu à la salle. Donc, là, tout le camp d'entraînement a été fait à la salle. Ok. Pour un autre combat l'année dernière, il était venu aussi faire son camp d'entraînement l'été à la salle. Donc non, on a toujours été. Et puis à chaque fois qu'il repassait dans la région, il repassait nous voir, etc. Donc voilà. Et nous, on a quand même la chance d'avoir une belle team maintenant. Et en fait, pendant qu'il est parti, nous, on a évolué aussi, on a grandi, on a pu s'installer. Comme je te disais avant, on était en coopération avec une salle de musculation. Là, on a nos propres locaux, donc on a pu mettre du grillage, on a des murs où on peut travailler le cache control et on a accès à H24 à la salle. Donc voilà, et en termes de public aussi, maintenant, on a vraiment des bons combattants dans toutes les disciplines, que ce soit au grappling ou au MMA ou en K1. On a des bons gars de tout gabarit en plus, donc c'est très bien comme ça. On a pu évoluer et du coup, il peut faire son choix dans les gars pour travailler ce qu'il a besoin, quoi. Donc, par exemple, le training camp qu'il a fait là, donc il l'a fait dans ta salle, dans votre salle. Comment ça se passe? Vous êtes en contact direct avec Daniel Warin, qui est un peu le head coach, pour savoir ce qui va être mis en place? Comment ça se passe? Il y a des échanges? Il y a parfois peut-être des tensions parce que il s'est blessé, Benoît, je crois, avant son dernier combat. C'était aussi avant, je crois, le combat face à Solecki. C'était chez vous, par exemple, qui s'est blessé? Ça peut ou pas déjà? Non. D'accord. Il s'est blessé. C'était sur Paris, hein. Il était encore sur Paris. Non, et puis pour le camp, c'est Daniel est venu D'accord. les 5-6 semaines là, hein. C'est Daniel, excusez-moi. C'est Daniel, Chris, tout ça qui chapeaute bien évidemment
les séances et qui prépare les game plans, qui travaille tout ça. Nous, essentiellement, on accueille, on met à disposition les locaux et des gars pour tourner, etc. On a toujours le gars qui combattait au Glory, donc en termes de pied-point aussi, ça lui permet de mettre un peu. On a eu pendant le camp beaucoup de gars qui sont descendus aussi. Maintenant, Benoît peut se permettre un peu de gérer ça et de descendre ses sparring. Donc on a eu Jason Poney, on a eu Amin Ayoub, on avait eu De Oliveira, on a eu Thomas Lubersan, etc. Ouais, donc des grands noms, on va dire, des sports de combat en général en France. De ton côté, il y a quand même ce déménagement de Benoît. On a eu Daniel Warin qui expliquait que parfois c'était peut-être un petit peu compliqué pour lui parce que Daniel est plutôt basé en région parisienne. Toi, ton œil de coach, est-ce que tu penses que c'est viable comme genre de situation ou bien il faut vraiment être très très proche? Justement, est-ce que ce côté un petit peu distanciel et des training camps un peu plus intensifs avec le coach, tu penses que ça peut durer ou bien à un moment malheureusement ça risque de coincer? Mais j'ai envie de te dire, l'avenir nous le dira, mais tout est faisable. Benoît s'en donne les moyens et comme je te disais, maintenant il se permet de pouvoir descendre les coachs, etc. J'imagine il a pas mal de gars de son staff. En fin de compte, il a son staff médical, de kinéo, à Anglette aussi avec Anto. Il a son coach de sol, Chris Avocat. Il a son préparateur physique, Fabien Bérenguel. Donc, il a déjà pas mal. Et nous, on va pouvoir lui offrir une structure où il sera à l'aise. Après, bien évidemment, les sparring et la qualité de conseil et le quotidien avec Daniel Warin, on va voir comment ils vont gérer ça. Mais bon, il n'y a pas d'inquiétude particulière pour l'instant, on va dire. On avait des petites questions. C'est normal d'avoir des craintes de la part de Daniel et même de la part de Benoît, s'interroger sur la faisabilité. Mais après, il a choisi ce mode de vie. On va voir comment ça se passe, quoi. Dernière fois que tu as vu Benoît, physiquement, il était à 100% ou bien il y avait encore des petites gênes parce qu'on sait qu'il a été gêné par son gros orteil, par sa cheville, etc. Là, on a un Benoît à 100% ou comme tout combattant, à chaque fois qu'on reçoit un combattant, à chaque fois ils nous disent « bah non, j'avais une côte un petit peu ». Là, 100% ou comme tout combattant, il y a toujours des petites gênes, des petits pépins? Non, pas 100%. Je dirais 200%. Très bien. Il est surmotivé physiquement, il est très très bien. Il a envie d'en découdre, et il sait que ce combat lui fera faire un step. Donc non, il est prêt. Et ça va taper, quoi. Un petit pronostic, alors pas forcément sur l'issue, j'imagine que tu vas me dire Benoît, je serais surpris que tu me dises autre chose, mais sur le genre de combat, toi qui es coach, le genre de combat auquel tu t'attends, alors sans trahir un secret de game plan, mais ce que tu aimerais voir, etc. Parce que j'imagine que tu as dû un peu étudier ce combat. Ça va être très engagé. Ça, quoi qu'il arrive, ça va être très engagé. Vu les deux profils, clairement, ça va envoyer. Après, Benoît va un peu voir au ressenti, j'imagine, où il y aura la faille, un peu la faiblesse, où il aura le dessus dans quelle phase de combat. Est-ce que ce sera au sol, en lutte, en pied-point? Et dès qu'il aura trouvé cette faiblesse ou cette faille, il va foncer dedans et il va tout donner, quoi. Ok, bon, merci Christophe. Si le point fort donc pour toi, alors techniquement j'ai envie de dire plus que la détermination, un point fort et peut-être un petit point faible technique de Benoît, ce serait quoi simplement avec l'œil du coach? On va pas dire point faible, on va dire là où il peut encore progresser. Un point fort et un point d'amélioration.
Son point fort, j'ai envie de dire, c'est vraiment le MMA, hein. C'est vraiment un combattant complet. Complet. Il gère, il fait des choses simples, que ce soit debout, au sol, en lutte, et surtout, il gère aussi les liaisons, hein. Il gère les liaisons entre le pied-point et la lutte, entre la lutte et le sol. Tout ça, il gère aussi ces domaines-là. Donc, il a pas de point fort, pas de point faible. C'est vraiment un combattant Complet. complet. Euh, point faible, j'ai envie de dire, du moins, si on peut appeler ça point faible, ça va être de garnir encore plus de techniques, son arsenal, quoi. Mais déjà, ce qu'il a, il le maîtrise très bien. Il peut aller loin déjà avec ce qu'il a, et petit à petit, ça va être de prendre encore plus d'arsenal technique, quoi. Génial. Bah merci beaucoup Christophe d'avoir été avec nous. On se fera peut-être un débrief, qui sait, du combat, ou avant un prochain combat. Mais c'était important pour nous, justement, dans cette série d'interviews. Vous avez également déjà interview de Daniel Warin, dont on a parlé, de Guillaume Pelletier, de combattants. Dispo sur le YouTube RMC Sport. On va te laisser. Et puis si on est de passage à Anglette, on ira voir ta salle. Sifit, c'est ça le nom de la salle? Fit, c'est ça. Génial. Exactement. Vous pouvez suivre sur les réseaux, Insta, etc. On est là. On n'y manquera pas. Merci Christophe pour cette interview. Elle sera disponible en replay sur le YouTube RMC Sport. Merci à toi. Merci beaucoup.